Monsieur Namori Keïta, ce jour, à quel moment vous avez décidé de prendre les ambulances et de partir vers... C'était dans l'après-midi. Je ne me souviens plus de l'heure, parce que ça fait il y a très longtemps quand même. Mais c'était dans l'après-midi. L'après-midi, il ne faisait pas nuit. Hein. Non. Quand vous êtes venu au niveau du stade, vous avez dit que le stade était fermé. Le stade était fermé. Enfin, en tout cas, les grilles, là. Lorsque vous dépassez l'esplanade et que vous allez, vous avez des grilles qui sont là. Ces grilles-là étaient fermées. La porte du stade, vous êtes venu vers la porte du stade? Esplanade centrale, là. Il y a des portes là-bas. Vous savez, c'est une succession de grilles. Et ces grilles-là étaient fermées. Et est-ce qu'en ce moment, il y avait encore des citoyens au stade? Je n'ai vu que des militaires. Parce qu'on n'entendait plus de coups de feu depuis très longtemps. Et on vous a dit que vous ne pouvez pas y accéder? On nous a dit, puisqu'on était un certain nombre, qu'on ne pouvait pas y accéder. Et qu'il fallait l'autorisation de la hiérarchie pour que nous puissions y aller. Et vous n'avez pas pu? Non. C'est après vous êtes venu dans le quartier et que nous avons récupéré des blessés. D'abord vous avez dit vers le quartier L'Andrea Port. Vers le quartier L'Andrea, on n'a pas osé s'arrêter. Les bérets rouges sont venus nous barrer la route et puis nous tenir des propos un peu vigoureux. Vous empêchant d'être en contact avec les quelques blessés qui étaient là. En tout cas, nous avons eu l'impression que les gens du quartier avaient peur de leur présence. Parce qu'il semble, et ça c'est après que je l'ai appris, je ne peux pas le certifier puisque je n'ai pas vécu ça, que les bérets rouges étaient passés et ils ont essayé de faire les maisons pour retrouver des rescapés du stade. Mais je pense que la population, surtout les femmes, se sont liguées pour empêcher quoi que ce soit. Mais ça, ce n'est pas passé devant moi. Je le précise. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Mais par contre, nous, ils nous ont empêchés. Vous avez décidé avec qui de prendre les ambulances pour vous rendre au stade? Vous l'avez dit? Avec un certain nombre de médecins qui étaient là et puis le directeur adjoint de l'hôpital qui était là. Et tout le monde était d'accord sur la démarche. Et la directrice de l'hôpital n'était pas là? Elle était à son bureau en ce moment-là, mais elle était dans l'hôpital. Elle n'a pas assisté à cette prise de décision? Elle était au courant. Je pense qu'elle a dû en discuter avec son adjoint. Pendant que nous étions en train de nous mobiliser pour voir ceux qui pouvaient partir dans l'ambulance. C'est essentiellement des secouristes. Et comme les autres institutions ne dépendaient pas de l'hôpital, Médecins sans frontières, et puis la Croix-Rouge guinéenne et les sapeurs-pompiers, chacun, lorsque les gens ont été mis au courant, étaient décidés à partir. Parce que tout le monde avait compris qu'il y avait certainement des blessés qui n'avaient pas pu venir vers l'hôpital. Ministère public de questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Professeur, bonjour. Bonjour. Oui. Je voudrais revenir sur votre présence au stade, à l'esplanade. Vous êtes arrivé à quelle heure? L'heure, je ne m'en souviens plus. Vous êtes venu pendant que le massacre était terminé? Alors, je ne sais pas comment il faut répondre à cette question. Nous sommes arrivés au stade parce que nous avons vu l'affluence des blessés et nous avons décidé, nous nous sommes dit qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui n'étaient pas encore venues à l'hôpital. C'était la raison d'ailleurs de notre départ de l'hôpital et c'était pour ça. À l'esplanade, est-ce que vous avez rencontré des citoyens, des civils? Non. À l'esplanade? C'était désert, il n'y avait plus que des agents de sécurité partout. Alors, quels sont les agents, quels sont les corps que vous avez? Le corps que nous avons vu, en tout cas, à la porte, c'était les anti-gangs, ceux qui portent des genouillères et des machins et des casques là.
C'est cela-là que nous avons vu. Des policiers de CMS. Des policiers. CMS. Voilà, c'est ça. Ok. Vous avez échangé avec qui vous a refusé d'avoir accès à l'intérieur? Je ne le connais pas. C'est un policier. C'est un policier. Un policier. Vous ne le connaissez pas? Non. Il vous a refusé d'avoir accès à l'intérieur du stade? Il a dit qu'il allait demander l'autorisation de sa hiérarchie. Et après conversation avec sa hiérarchie? Il nous a dit qu'ils allaient s'en charger eux-mêmes. D'accord. Alors, quand vous êtes revenu à Dixine, dans le quartier, vous dites avoir rencontré des militaires bérets rouges. Oui. Qui étaient armés. Hein. Armés. Quel était leur comportement dans le quartier? Bon, ils avaient l'air assez énervés et on dirait qu'ils n'étaient pas en possession de toute leur... pour le médecin que je suis, je pense que, bon, ils avaient peut-être... en tout cas, ils n'étaient pas tout à fait... Ils n'avaient pas un comportement normal parce qu'ils étaient un peu agressifs. Ils étaient agressifs. Oui. Est-ce qu'ils n'étaient pas, selon votre analyse, ils n'étaient pas dans le quartier pour rechercher encore les personnes qui étaient au stade? Ils n'étaient pas dans une patrouille pour rechercher les victimes encore dans le quartier? C'est possible. Selon votre analyse. C'est possible. Vous n'avez pas remarqué quelqu'un, une autorité militaire dans ce groupe? Non. De bérets rouges, vous n'avez remarqué personne? Non. Je pense que c'est des bérets rouges de base. Hein. Je n'ai pas vu quelqu'un qui portait un galon. Je crois qu'il y avait non. Non, non. Aucun d'eux n'avait un galon. Ils avaient le béret rouge, ça c'est sûr. Ils avaient des fusils d'assaut. Et puis voilà. Donc vous confirmez que c'est les bérets rouges? Ça, c'est les bérets rouges, c'est sûr, parce qu'ils avaient le béret rouge. Alors nous allons revenir sur la question de la prise en charge. Quand vous avez réussi à avoir certains blessés pour les conduire aux urgences de Donka, je voulais savoir précisément à quelle heure vous avez constaté la présence des militaires et de quel corps dans l'enceinte de Donka. Bon, ça, je crois que c'est des militaires normaux, hein, si on peut s'exprimer ainsi, qui étaient dans des tenues vertes. Je crois que c'était des tenues vertes, le vert militaire. Et qui avaient, certains avaient des calots, d'autres avaient des casques. Ils portent des bérets rouges? Non, ceux-là, là, je ne les ai pas vus avec des bérets rouges. Quelle était leur attitude? Puisque vous avez parlé de quelque chose. Ils avaient une attitude agressive. Agressive? Oui. Même envers le corps médical. La preuve, ils ont jeté une grenade dans la cour de l'hôpital en ce moment. En ce moment? Oui. C'était la journée? C'était dans l'après-midi. Je crois que c'est aux alentours de 17h peut-être, je peux dire. Parce que nous, on est revenus du stade, peut-être un peu plus tard, parce que le soleil était vraiment en train de se coucher, quoi. Je pense. Professeur, je voudrais que vous confirmiez cela, la présence effective des militaires dans l'enceinte de l'hôpital Donka. Il n'était pas dans l'enceinte. Auparavant, quand il y a des questions, des mouvements qui conduisent à des débordements, vous recevez des victimes. Est-ce que ce jour, l'atmosphère qui régnait à Donka était la même atmosphère au Cap? Non, ce n'était pas la même atmosphère. Il y avait une atmosphère de colère et de révolte. De colère et de révolte parmi le corps médical. Émanant des forces de défense et de sécurité. Ça, c'était, je ne sais pas, un sentiment de haine envers ceux qui... c'est le sentiment que nous avons eu, parce qu'ils étaient très offensifs, en fait. Très offensifs. Oui. Vous étiez là-bas. Les événements ont commencé à votre présence. J'étais au bureau, dans mon bureau. Vous avez pris le soin d'aller au stade. Vous avez... Après. Avec des ambulances. Vous avez pris certains blessés pour les conduire aux urgences. Professeur, je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu à apprendre l'irruption des bérets rouges qui se sont attaqués à la pharmacie de Donka? Est-ce que vous avez appris cela? J'en ai entendu parler, mais je n'étais pas là.
Vous n'êtes pas allé à... Je n'étais pas là, mais les gens, enfin, mon équipe de garde qui était sur place m'a dit qu'il y a eu une éruption de bérets rouges au niveau de la pharmacie de l'hôpital. J'en ai entendu parler. J'ai essayé de demander confirmation auprès d'autres qui m'ont dit, mais je n'étais pas là physiquement en ce moment-là. Mais qui vous ont confirmé effectivement Qu'il y a eu ça, oui. qu'il y a eu l'éruption des bérets rouges qui se sont attaqués à la pharmacie de Donka. Voilà. Parce que vous savez, le service de gynéco, il est au fond de l'hôpital. Hein, et les urgences, c'est au début de l'hôpital. Donc quand ça se passait, j'étais certainement vers la maternité, vers mon service. Sur la question des femmes victimes de viol, à quel moment précisément votre service, étant le chef de service de la gynéco, vous avez commencé à recevoir les femmes victimes de viol et de violences sexuelles? Alors, en réalité, le même jour, l'équipe qui était là avait déjà reçu des femmes victimes de violences. Alors, l'histoire qu'elles racontaient le plus souvent, c'est qu'elles ont été attaquées, déshabillées, et que certains militaires ont essayé d'abuser d'elles par la manière forte. D'autres ont utilisé des baïonnettes. J'étais pas là, hein. C'est ce qu'elles ont raconté à l'équipe qui était là. Ont utilisé des baïonnettes dans le vagin ou des morceaux de bois dans le vagin. Et lorsque les femmes ont été examinées, il y avait des traces, bien sûr, de blessures au niveau vaginal, au niveau des parties internes, des cuisses, etc. Il y avait en tout cas des lésions et parfois quelques débris de bois, selon l'équipe qui était là, avaient été pris dans le vagin des femmes. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Professeur, merci d'être venu et merci pour la clarté de vos déclarations. Est-ce que, professeur, vous aviez pu vous faire une idée sur le nombre de personnes blessées? Non, parce que ce jour-là, on était très occupés et nous nous sommes occupés surtout des femmes. Mais je peux vous assurer que tous les lits étaient occupés et dans toutes les salles, il fallait chercher à mettre les pieds pour pouvoir circuler parce qu'il y avait des blessés partout par terre et même dans les couloirs. Ça, je peux confirmer ça. Mais le nombre, je ne peux pas vous le dire parce que les statistiques se faisaient au fur et à mesure. Et ces blessés se lamentaient beaucoup? Beaucoup de blessés se lamentaient, effectivement. Il y en avait qui avaient des blessures graves, hein, à la tête et dans l'autre partie du corps. D'accord. Vous voudriez bien reprendre les propos tenus par les bérets rouges à votre égard dans le quartier Landrea. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit précisément? Les bérets rouges nous ont dit que, de toutes les façons, ceux qui sont responsables de cette situation paieront. Et qui n'allaient pas se laisser faire. C'est ce qu'ils ont dit. Nous, on leur a dit, nous sommes des médecins. Nous sommes du corps médical. Nous essayons de faire notre travail. Il n'y a rien derrière. C'est pour cela que nous circulons. D'accord. Et on vous a refusé l'accès au stade pour sauver des vies? On nous a refusé l'accès au stade. En fait, en tout cas, la personne qui était là a dit que ce n'était pas à elle de prendre la décision, qu'il fallait qu'elle appelle sa hiérarchie. Il a effectivement appelé sa hiérarchie parce que je l'ai vu se déplacer avec un téléphone. Il a appelé. Après, il est venu nous dire, non, monsieur, ne vous inquiétez pas. Il n'était pas violent du tout, hein, très respectueux. Nous allons nous occuper des blessés qui sont là. Donc certainement, sa hiérarchie a dû lui dire de ne pas vous laisser entrer dans l'enceinte du stade. Probablement. Et vous, votre seule intention ce jour, c'était de sauver des vies?
C'était juste de sauver des vies, essayer de prendre les blessés graves pour que la prise en charge ne soit pas trop retardée. C'était d'ailleurs l'objectif de notre déplacement de l'hôpital vers le stade. Et c'est ce qu'on vous a refusé. Bien. Est-ce que vous pouvez nous parler des cas de mort, des personnes qui ont trouvé... Non, je ne peux pas vous en parler parce que ce n'est pas nous qui gérons les cas de mort. Les morts sont généralement, à part ceux qui sont décédés peut-être ce jour-là, aux urgences. C'est une fois que le décès est constaté, il y a un certificat qui est donné et la personne est déposée à la morgue. Mais il peut arriver, parce que tous les décès à l'hôpital passent par le bureau des entrées. C'est-à-dire la personne est déclarée, la mort est constatée et la personne est transférée à la morgue après. Et parmi les blessés qui avaient été admis à votre niveau, est-ce qu'il y avait eu des cas de mort? Non. D'accord. Vous dites qu'il y avait 5 ambulances. 5. Et toutes ces 5 ambulances étaient allées au stade? Dans tout le quartier, on a fait tout le tour ensemble. Mais les ambulances n'ont pas été beaucoup chargées pour les raisons que je vous ai évoquées. Les gens avaient peur que les ambulances s'arrêtent devant chez eux, mais ils nous indiquaient bien qu'il y avait des gens là-dedans qui étaient blessés. Mais ils avaient peur que les ambulances s'arrêtent. Et nous, on les a promis qu'on viendrait plus tard. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire les différents quartiers que vous avez eu à sillonner? Oui, l'Andrea Port. Et puis le quartier de Dixine-Bora. Et puis le grand quartier de Dixine jusque vers le centre de santé de Dixine. Dans cette zone-là, aussi vers la mosquée. D'accord. Nous sommes passés dans toutes ces zones-là. Nous avons pris toutes les ruelles de façon systématique. Et dans tous ces quartiers, il y avait des blessés? Il y avait des blessés. Qui étaient certainement dans des différentes familles. Et puis il y en avait qui n'étaient véritablement blessés, mais qui avaient peur et qui étaient cachés là. Et donc ils sont venus à l'hôpital, parfois ils n'ont reçu aucun soin, mais ils avaient peur, ils avaient besoin d'être dans un endroit sécurisé. Et ils considéraient que l'hôpital était un endroit sécurisé. Ils sont venus là, jusqu'après, dans la soirée, ils sont rentrés chez eux. Et professeur, vous étiez ce jour à l'hôpital, vous avez sillonné les quartiers, vous avez été au stade. Quelle est l'analyse que vous avez pu faire ce jour de tout ce que vous avez eu à constater? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que c'est un jour que je garderai dans ma mémoire. L'analyse que je fais, c'est que la bêtise humaine peut aller trop loin. Parce que je considère que ce qui s'est passé, c'est tout simplement la bêtise humaine. Et que ça n'avait aucune explication. Ça n'avait aucune explication et ça n'avait aucun sens pour moi. D'accord. Merci, docteur. Merci. Bonjour, professeur. Bonjour. Je voudrais revenir sur une question qui avait été préalablement posée par mon collègue et sous un autre volet, c'est-à-dire la présence des militaires dans l'enceinte de l'hôpital d'Onka. Plus précisément, le saccage de la pharmacie. Vous aviez dit que votre service est bien loin de la pharmacie et que vous avez reçu l'information comme quoi les militaires ont fait irruption et ont saccagé l'hôpital. Est-ce que ne serait-ce que sur le chemin de retour de la maison, vous y avez fait un tour pour constater de visu ce qui s'est passé là? Je me suis arrêté justement pour poser des questions. Et c'est ce qu'on m'a dit. C'est en ce moment-là que j'avais déjà été informé par les assistants qui étaient là. Et puis pour des collègues d'autres services, en particulier les services chirurgicaux qui étaient là, qui nous ont dit, mais ils sont allés très loin, ils ont attaqué la pharmacie de l'hôpital. Je dis, ah bon? Et en sortant, j'ai posé la question. J'étais déjà dans ma voiture et la réponse était oui, ils ont attaqué la pharmacie. Vous n'êtes pas descendu de voiture pour constater vous-même? Non.
Très bien. Parce que je n'avais aucune raison de douter de ce que me disaient mes collègues. Alors, les jours d'après le massacre du 28 septembre, certaines autorités d'alors avaient effectué un déplacement en direction de l'hôpital d'Onka. Parmi elles, on cite fréquemment le nom de M. Moussa Dadis Camara, qui était président d'alors, au moment des faits, et le président de Burkina Faso, Blaise Compaoré. Cette visite-là, vous avez trouvé à l'hôpital? Non. Non. Alors, le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Chérif Diaby, avait aussi effectué une visite. Cette visite a été même confirmée par la directrice de l'hôpital qui vous a précédé à la barre de ce tribunal, qui a indiqué effectivement que son supérieur hiérarchique était venu constater de visu l'ampleur du massacre en visitant certaines cabines d'hospitalisation, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que vous avez vu M. Abdoulaye Chérif Diaby à l'hôpital d'Onka? Je ne l'ai pas rencontré. Mais il est venu, effectivement, ça c'est clair et net, parce que j'en ai parlé avec le directeur adjoint de l'époque. Mais quand il venait, moi je n'étais pas aux urgences. J'étais encore dans mon bureau, parce que je faisais des va-et-vient. Est-ce que ce même directeur adjoint-là vous a dit quelle était l'attitude de M. Abdoulaye Chérif Diaby? Non. Donc on parlait de sa présence et c'est tout. Bien. Professeur, vous êtes médecin. Le jour de ce massacre-là, vous étiez à l'hôpital comme d'habitude. Les jours d'après, les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles se sont présentées à vous. De l'examen que vous ou votre équipe avez pu faire, est-ce que la thèse de viol, enfin la notion de viol, vous l'avez constatée de visu sur les femmes que vous aviez examinées? La notion de viol, selon l'entendement des médecins, a été évoquée sur les dossiers que nous avons vus effectivement. Mais comme moi, vous savez que le viol ne peut être constitué que par un magistrat. Le médecin décrit la situation et indique qu'il y a possiblement une situation de viol. C'est à la suite des enquêtes que le magistrat peut établir effectivement qu'il s'agit d'un viol. Et ça, je peux vous confirmer qu'il y avait des preuves de viol et de grandes conséquences de viol qui ont été constatées. Ça, je peux vous le certifier. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Vous avez parlé de grandes conséquences ou graves conséquences de graves conséquences. Ça veut dire, professeur? Ça veut dire les problèmes psychologiques, des contaminations pour les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH, la grossesse, post-viol. Tout cela a été constaté. Alors, parmi les femmes qui se sont présentées à vous, votre équipe, vous ont-elles parlé de viol collectif? Parce que dans ce dossier, il ne s'agit pas seulement de viol, mais il y a aussi des femmes qui ont été victimes de viol collectif, qui ont déclaré avoir été victimes de viol collectif. Certaines l'ont dit. Dans notre jargon à nous, je ne sais pas si c'est le bon jargon que nous utilisons, vous et nous, on parle de viol collectif toutes les fois qu'une femme a été sexuellement abusée par plus d'une personne. Certaines l'ont dit, oui. Elles n'étaient pas nombreuses, mais certaines l'ont évoqué, mais surtout, beaucoup ont parlé d'avoir été retenues par des mains pour que une ou deux personnes puissent les violer. Et d'autres ont dit que sous la menace des armes,
elles se sont déshabillées à la demande de ceux qui avaient essayé de les prendre de force. Se sont déshabillées de sorte que nous avons eu la confirmation après dans les quartiers, beaucoup de femmes sont sorties nues du stade, entièrement nues du stade. Et ce sont les femmes du quartier de l'Andréaport qui les sont venues au secours en leur prêtant des pagnes et en les amenant chez elles. Ça, je peux confirmer ça parce que plusieurs personnes du quartier l'ont dit. Je ne les ai pas vues, je n'étais pas là. Mais elles nous ont dit ça. Cela a été confirmé par plusieurs victimes, professeur. Ça ne souffre l'ombre d'aucun doute. Alors, parmi ces femmes-là, votre curiosité vous a poussé à leur demander qui étaient ou qui étaient leurs agresseurs, et vous ont dit que si c'était des civils, des militaires, des policiers, des gendarmes? Des militaires. Des militaires. Elles ont toutes dit que c'était des militaires. D'accord. Dans ce lot de militaires, ont-elles indexé le corps des bérets rouges ou un autre corps? Je ne sais pas si elles font la différence, et nous, en réalité, nous n'avons pas posé toutes ces questions-là. Elles nous disaient, ce sont des militaires, et nous nous contentions de cette réponse. Parce qu'il est très difficile de parler avec une femme violée. Elle a un refoulement et il y a des moments, elle a une amnésie parce qu'elle n'a pas envie de se souvenir de ce qui lui est arrivé. Et c'est le constat que nous avons fait. Elles ont toutes dit, ce sont des militaires. Peut-être une dernière question. Vous avez pu documenter toutes ces notions de viol et de violence sexuelle? Vous avez comptabilisé le nombre de femmes qui s'étaient présentées à vous, victimes de viol ou de violence sexuelle, professeur? J'avais confié à 3 de mes assistants de s'occuper de ce dossier, puisque les femmes ont continué à venir bien après. Il y a d'ailleurs eu une histoire qui me hante depuis ça, une histoire assez particulière d'une jeune femme de 20 ans qui avait passé le bac, qui devait aller à l'université, qui a été violée et elle a eu la triple sanction. Elle a été violée, elle a été contaminée par le VIH, elle est devenue enceinte. Et elle était hospitalisée en psychiatrie pour des problèmes psychiatriques qu'elle avait. Et ça, c'est une histoire qui m'a marqué. Elle faisait partie des jeunes, parce qu'il y avait des jeunes filles aussi de 17 ans qui avaient été violées à l'époque. Elle a vraiment eu la marque de la violence humaine. Je l'ai perdu de vue, parce qu'on a essayé de s'intéresser pour savoir ce qu'elle était devenue, parce qu'elle avait la possibilité de faire une interruption médicale de grossesse avec la situation. Mais on ne l'a plus jamais revue. Elle a disparu. C'est bien dommage. Elle était bien saine et vierge, parce qu'elle a perdu sa virginité ce jour-là. Les examens ont constaté que c'était une défloraison très récente quand elle a été vue. Puisqu'elle a été vue plusieurs jours après. Je pense qu'elle se cachait, elle ne voulait pas venir. C'est au mois d'octobre qu'elle est venue à l'hôpital pour dire qu'elle fait partie des personnes. Elle n'est pas venue d'elle-même, elle a été accompagnée par 2 dames qui l'ont amenée ce jour-là. Elle était pas bien. Affreux. Quand je parle de statistiques, j'ai envie de savoir si vous avez chiffré le nombre de femmes qui s'étaient présentées à vous, victimes de viols et de violences sexuelles. Alors, il y a un lot, le tout premier, celles qui sont venues le jour des urgences ont été enregistrées au service des urgences. Nous, celles qui ont été enregistrées à notre niveau, ce sont des femmes qui sont venues après, parce que le service a été désigné après pour la prise en charge de toutes les personnes violées. Et si mon souvenir est bon, je pense que
dans le mois d'octobre et après, je pense que nous avons dû voir 29 femmes, il me semble. 29, je crois. En tout cas, c'est dans cette zone-là. Et nous avons produit un rapport qui avait été remis à une première cour qui avait été mise en place pendant que le CNDD était encore au pouvoir et qui était présidé par le procureur Siriman Kouyaté, je crois. Yeah. Et tous les documents avaient été déposés à cette occasion-là. Parce qu'on avait été appelé avec le professeur Hassan là-bas et la directrice à l'époque, pour dire y a-t-il eu viol ou non. Voilà. Merci professeur pour cet acte citoyen.